trading. Ouais, c'est vrai que Et, euh, et aujourd'hui, je vais vous présenter mon entreprise, comment je fonctionne, où je me source en Rome. Et on va faire une dégustation au fur et à mesure de quelques références. Et j'avais oublié qu'il y en avait autant, en fait. Ouais, il y en a quand même pas mal. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, il y en a pas mal. Donc, alors, Steve Fiorin, ça fait maintenant 10 ans que j'ai créé l'entreprise. Et j'ai fait une collaboration d'ailleurs avec Québec Rome à cette époque, en leur envoyant une bouteille de 50 centilitres de Anti-Doucet Planteur Prestige. Ils avaient les premières bouteilles et ils ont fait une vidéo qui est repassée sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que j'ai envoyée pour les 10 ans avec Mathieu, Maxime, etc. C'était vraiment top. Et là, maintenant, ben, on va vous présenter tout le reste, tout ce qui s'est passé en 10 ans chez Anti-Doucet. Alors, moi, je travaille principalement avec du rhum agricole. Pur jus Guadeloupe, je viens de là-bas, je viens là-bas. Pur jus Guadeloupe, je travaille avec quelques distilleries, Montebello, Longto, Biel et Bonne Mère pour un seul parfum qui est un rhum de mélasse d'ailleurs, Bonne Mère, DBM. On est sur un 3 ans d'âge à 57,8 degrés et c'est avec la coriandre. On va y arriver tout à l'heure quand on fera les choses au fur et à mesure. À la base, je suis pas arrivé dans le monde du rhum comme ça, parce que je ne buvais pas d'alcool quand je suis arrivé en métropole en 2005 pour mes études. Je buvais plutôt du jus de fruits et j'étais pas très alcool du tout, ni rhum, ni quoi que ce soit. Je me suis marié, j'ai basculé euh, avec le vin en premier lieu, parce que ma belle famille est très très vin, et ensuite avec le rhum avec mon beau-frère, et voilà, petite histoire. J'ai créé la gamme parce que à la fin des années, j'étais toujours manager, hein. Dans tous mes postes, j'étais manager et j'offrais à mes équipes du planteur que j'ai retravaillé. C'était une recette de ma mère que j'ai retravaillé. Et j'offrais ça à mes équipes pour la fin d'année. Et, euh, et ils me disent tous la même chose, Steve, on veut t'en acheter. Et j'ai fait, les gars, non, si vous voulez, eh bien, vous revenez l'année prochaine. Et vous travaillez mieux, vous en aurez. Il n'y a pas de problème, sinon, c'est niet. Et en 2015, à force de me rappeler ça, eh ben, j'ai décidé d'étudier le marché. Et effectivement, j'ai vu qu'il n'y avait pas des choses terribles en grande surface. C'était pas un waouh. Et j'ai décidé de me lancer avec le planteur Prestige, qu'Excellence, que Québec Rome a eu l'honneur de goûter parmi les premiers, avant même la création de l'entreprise. Créé en 7 juillet 2016, j'ai dû envoyer ça à Excellence Rome en mai, je pense, un truc comme ça. Mai 2016. Euh, j'ai encore la réaction en tête de Mathieu et de Maxime, le waouh. Euh, Il n'y a pas une jupe, il n'y a pas une fruit dedans, c'est équilibré, on sent le rhum, on sent tout. Ça rappelle quelques souvenirs. Et entre-temps, il y a des choses qui sont nées. Et là, on va faire une dégustation de tout cela. Faire une petite vidéo. Hop là. On va commencer par la vanille, le planteur, donc le premier, la coriandre, hibiscus yuzu, groseille yuzu, miel et rose. On va glisser sur la mangue. Ensuite, on va faire un petit écart sur un 3 agrumes qui va vous laisser sans voix avant de repartir sur ponche coco, cacahuète en crème de rhum, noix de piquant en crème de rhum, pistache en crème de rhum, maracuja, fruit de la passion, piment et on finit sur le gingembre. OK? Donc, n'hésitez pas à poser des questions après chaque dégustation. On fera une petite pause question et j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Alors, comment je fonctionne? Moi, j'ai une philosophie, c'est que je n'impose pas le rhum à mes préparations. C'est les préparations qui choisissent le rhum qui va le mieux avec. C'est-à-dire que quand j'ai créé mes recettes, j'ai testé beaucoup de rhum en fait. J'ai testé beaucoup de rhum, jusqu'à 13 ou 14 rhums différents pour regarder lesquels se mariaient le mieux avec chacune de nos préparations, jusqu'à ce que je trouve trois maisons qui, globalement, se marient bien avec toute ma gamme, en fait.
Donc, Longto, parce que j'ai commencé avec Longto, Montebello et Biel. Et ensuite est venu Bonne Mère parce que j'ai eu un petit coup de cœur sur une association. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé par la suite. Alors, on va commencer par la vanille. Alors, pour ceux qui ont un verre Philippe, et très important, très très important le verre de Philippe pour un, la vue du produit et deux, les arômes. Alors, on va mettre un peu de vanille. Pour la vanille, je vais vous demander de déguster en deux façons différentes. Une première façon standard, vous goûtez comme vous avez l'habitude de goûter. Et une deuxième façon où je donne une petite technique et on va amplifier les saveurs de la vanille. Alors, quand je travaille la vanille, je travaille la vanille pour que la vanille, avec le vent, avec l'oxygène, amplifie les aromatiques, tout s'amplifie. Donc, mes bouteilles, en général, vous avez la gousse à l'intérieur. D'accord? Là, on est sur la Titan 6. Titan 6 d'Équateur. Parce que la vanille, à la base, je fais un batch environ par an. Le batch d'avant, je crois que c'était la Guadeloupe. C'était la scarifiée de Guadeloupe. Ah, je dois avoir une bouteille là. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Scarifiée de Guadeloupe. La gousse est un peu plus longue. Et en fait, j'avais la pompona avant, et etc., etc. Donc, sur la vanille, je vais goûter avec vous. Oui, mon. Ah, c'est là. C'est avec vous. Vanille, vanille, c'est où? C'est là. Oh, la vanille, jamais au frigo. Jamais au frigo, parce que la vanille, si vous mettez au frigo, c'est comme le vin rouge, ça va se fermer. Ça va devenir très amer et pas du tout très très bon. Donc, ce qu'on fait, c'est que on travaille toujours à température ambiante. Minimum 23-24 degrés. OK? Donc, ma vanille, voilà, elle est là. Donc, vous avez senti. Alors, moi, je sens une narine à la fois. Parce que les narines n'ont pas la même perception aromatique. Si vous mettez les deux narines comme ça et que c'est très fort en alcool, ça va vous arracher. Vous allez avoir les yeux qui tombent dans le verre. C'est dommage. Euh, une narine à la fois. Parce que les narines vont pas avoir les mêmes perceptions aromatiques. Et ça change durant la journée. Donc, l'idéal, c'est d'avoir toujours une approche sur chacune des narines pour avoir un ensemble total d'aromatique. Deuxième chose, c'est que quand on passe en bouche, vous l'avez goûté, vous savez, c'est assez floral, c'est vanillé. J'ai une deuxième technique où on va amplifier cette vanille dans la bouche. Vous allez prendre la vanille, mettre en bouche, vous allez faire ce qu'on appelle mâcher le produit, c'est-à-dire vous allez passer dans tout votre palais pour que vous ayez un maximum de contact avec le palais sur la vanille. Et ça, vous faites ça en apnée. Vous avez fait ça en apnée, vous allez avaler, et une fois que vous aurez avalé, vous allez reprendre la respiration par le nez ou par la bouche pour que la rétro-olfaction se fasse sans l'alcool. Et là, ça va vous amplifier les aromatiques en bouche. Je vais laisser essayer. Alors, ça donne quoi? Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Dis-moi, Steve, ici, on est sur une quelle base au niveau du rhum? On est sur une base Montebello. Montebello? Oui. En fait, sur la vanille, vous allez avoir des aspects aromatiques assez particuliers. Vous allez avoir un petit côté très floral, très rond, avec un petit côté un peu vineux, qui vient légèrement apporter le côté un peu boisé de la vanille. Et un petit côté fève tonka en fin de bouche, un peu chocolaté, euh, fruits confits, raisins secs, qui va arriver. Ça, c'est la Titan, c'est ce qui fait ça. C'est la variété qui fait ça. Il faut savoir une chose, c'est que la vanille, c'est comme le raisin. Suivant là où ça pousse, suivant qui la prépare, et si on commence à affiner, eh ben, on va avoir on va pas avoir les mêmes aromatiques. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a trois orchidées principales. La planifolia,
qui fait 95% des vanilles du monde, la Bourbon, etc. et tout. Vous avez la Pompona et vous avez la Titan 6. Sur ces variétés-là, il y a des fois des hybrides, mais là où ça pousse va faire en sorte que vous allez avoir des arômes différents. La Planifolia, par exemple, tout le monde connaît la Bourbon. Et la Bourbon, moi, je ne la ferai pas parce que la Bourbon est trop associée aux aromatiques chimiques qui existent sur le marché. Donc, je ne ferai pas la Bourbon pour cette raison-là. Et le but, c'est de faire découvrir les autres vanilles du monde. Donc, je fais plusieurs batchs. Là, on est au batch 4. Et le but, c'est de voir que sur une seule orchidée ou les autres orchidées, de voir qu'il y a des aromatiques qui vont changer, qui vont apporter une certaine gourmandise, certaine finesse, certaine rondeur qu'on va avoir. Ou des fois, comme la Citra, côté très boisé. Et ça, on le découvre en dégustant la vanille sous ses différentes formes. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que je trouve ça dommage de se contenter à la Bourbon. Et sur la vanille que vous venez de goûter, la Titan 6 d'Équateur, eh ben, j'étais agréablement surpris de ce que ça a donné. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que je vais vous montrer avec l'autre vanille, vous allez voir, comprendre tout ce que je veux vous dire. C'est que suivant la gousse et sa taille, la couleur va changer. Parce que c'est la même recette. Ouais, il y a les deux vanilles là. Il y en a qui est plus foncé que l'autre. C'est la même recette, mais il y en a qui vont diffuser beaucoup plus d'huile essentielle que d'autres et qui vont marbrer, enfin, vont colorer plus le rhum qu'autre chose. Alors, sur la vanille, elle aime l'oxygène. Donc, quand la gousse, elle touche l'oxygène dans la bouteille, elle va diffuser encore plus de vanille. Et on va perdre au fur et à mesure qu'on va déguster la bouteille, le côté boisé, il va disparaître pour être un côté très floral et très vanillé, en fait. Donc, ça, c'est pour la vanille. On continue. Est-ce qu'il y a des questions sur la vanille ou pas? Ça semble clair. Tes explications sont Très bonnes. bien. Très, très bien. On continue. On va passer sur le produit qui m'a fait connaître Québec Rhum via la confrérie du Rhum sur Facebook d'ailleurs. C'est le planteur Prestige. Planteur Prestige, lui, il se boit frais. Il se boit frais. La bouteille est juste là. Hop, hop là. Ça se boit frais. C'est à 15 degrés. Ça se boit en apéritif principalement. Alors ça, on pouvait le boire comme vous voulez, hein. Ça, il n'y a pas de problème de dégustation, apnée ou pas. Ça fait le job tout seul. C'est très, très dangereux. D'ailleurs, le planteur à la base, c'est très dangereux. C'est pas pour rien qu'on le dit, c'est une réalité. C'est que quand on le sent arriver, il est déjà trop tard. Il est trop tard parce que le planteur, comment dire, c'est sucré, c'est bon, ça se boit facilement, ça se boit frais en plus, et on sent pas l'alcool. Sauf qu'on va en boire des verres, des gros verres. Et c'est ça là, le problème. C'est que les verres qu'on va se remonter à la tête, l'estomac n'est pas digéré, et l'estomac va vous coucher en fait. Donc, à boire avec modération. Le planteur, jus de fruits, épices et rhum. Le planteur, à la base, c'est le nom de cocktail. Un cocktail où vous avez 5 ingrédients. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez. C'est jus de fruits, épices et rhum. Je ne vous donnerai pas ma recette, bien sûr. Ça, c'est trop facile. Mais voilà, on est sur quelque chose de d'apéritif, de très consensuel qui plaît à une grande majorité, avec des fruits exotiques, des épices et beaucoup d'amour. Je vous laisse goûter. D'ailleurs, c'est plutôt très équilibré, parce que moi, j'aime beaucoup l'équilibre des choses. Et je suis pas très sucre. Alors, pour information, la vanille est peu sucrée, hein. Et l'impression de sucre qu'on a est souvent liée au fait que la vanille est associée au sucre et que indirectement, inconsciemment, on va sucrer le produit, mais quand il n'y a pas de sucre parce qu'il y a de la vanille. Donc là, pour le planteur, c'est sucré parce que c'est le jus de fruits qui vont porter ce sucre. Ça se boit tout seul, ça se boit frais, ça pour le coup. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal, c'est très très bon d'ailleurs. On continue. Et là, on va goûter à la coriandre. Coriandre. Alors, coriandre, elle est comment?
La coriandre est née suite à ma gourmandise. Euh, à ma gourmandise avec le rhum vieux. Comment je vais dire ça? Je sortais d'un repas asiatique. J'aime beaucoup la coriandre fraîche, en fait. Je sors d'un repas asiatique et j'ai mangé en finale une feuille de coriandre parce que j'aime ça. Et on a enchaîné après avec un petit rhum vieux. Et j'avais un petit bout de coriandre coincé dans les dents que j'ai croqué. Et avec le rhum, je lui ai dit, ah, il y a quelque chose à faire, ça peut être sympathique. Et du coup, j'ai créé ça. Alors, c'est compliqué, la coriandre. La coriandre, c'est compliqué parce que déjà, une partie de la population a un gène qui fait que ça a un goût de savon. Euh, et le mariage avec, comment dirais-je, avec le rhum, c'est compliqué. Très compliqué parce que ça peut varier sur des notes aromatiques qui ne sont pas trop désirées. Et du coup, j'ai une macération dans du rhum vieux de feuilles de coriandre, parce que je travaille avec la feuille de coriandre. Et ensuite, je fais une réduction avec un sirop que je vais faire à base de coriandre pour apporter le côté végétal et fraîcheur que va apporter la coriandre. Alors là, je vous laisse goûter. C'est assez gourmand, assez rond pour ceux qui aiment la coriandre derrière. Et vous allez voir que le goût de la coriandre fraîche est pas si évidente que ça. Bon, moi, je la trouve évidente parce que je bosse dedans à chaque fois, mais parce qu'il y a de la cuisson. Et en cuisson, la coriandre va dégager d'autres aromatiques. Et ça, je trouve ça très, très gourmand, en fait. On s'y attend pas, je trouve ça très, très gourmand. J'essaie de bloquer le téléphone quelque part parce que je vais avoir des crampes par rapport à tenir le téléphone. Hop. Bon, il n'y a aucun endroit pour le mettre, c'est pas grave. Ah, c'est là. Accident. C'est pas bien. Je suis encore là. Hop là. C'est bon, on me voit, ça se passe bien. C'est parfait, on m'entend? C'est parfait, oui. Oui, ça se passe bien, merci. Alors, coriandre, comme je vous disais, on est sur quelque chose que je vais peut-être arrêter parce que malheureusement, il y a beaucoup d'a priori dessus. Parce que les gens voient coriandre, ils font du moonwalk. En se disant, hey, coriandre et Europe, ça va pas se marier. Et du coup, moi, je décide de. Pardon. Je vais en faire très peu de quantité en tout cas. Je ne vais pas en faire de façon comme les autres parfums. Je vais en faire de façon plus modérée parce que malheureusement, il n'a pas encore trouvé son vrai public. Alors, vous en pensez quoi de la coriandre? En tout cas, vous allez voir les micros. C'est très différent, c'est inattendu, mais c'est Moi, je vais te dire, Steve, je suis surpris parce que je n'aime vraiment pas la coriandre et je suis quand même surpris du produit. Je trouve qu'il y a une belle balance entre le rhum et la coriandre qui prend pas trop de place. Parce que moi, je trouve que dans les plats, c'est le défaut, je trouve, de la coriandre, c'est que des fois, ça prend beaucoup de place au niveau des arômes. Je pense que des fois, s'il y en a trop, je trouve que ça vient masquer certains autres arômes. Mais je trouve ça intéressant. C'est pas mon préféré parce que de base, je n'aime pas la coriandre, mais je suis agréablement surpris. Ben, ça fait plaisir. En plus, j'ai un caviste qui, lui, n'aime pas du tout ça parce qu'il y a le goût de savon en bouche. Et sur ce produit-là, c'est devenu son produit préféré. Et ici, je fais des bouteilles au lieu de les vendre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ben voilà. Moi, j'aime bien la balance aromatique. Et la coriandre, si tu fais une macération qui est trop longue, on bascule dans la chlorophylle. C'est pas agréable. Donc, du coup, il faut trouver le bon équilibre aromatique. Et sur la coriandre, j'ai vraiment une macération qui est contrôlée, un timing. Ça peut vite basculer. Sur la vanille, il n'y a pas de problématique. Plus c'est long, et voilà, il n'y a pas de souci. Mais sur la coriandre, il faut vraiment que je contrôle la macération. Et puis pour le rhum que tu utilises, c'est le Bonne Mère 3 ans, c'est ce que C'est tu disais? Bonne Mère 3 ans que j'achète via Bardinet à l'époque, que je ne connaissais pas Bonne Mère comme je le connais maintenant. Et c'est à 57,8 quand je l'achète. Et j'ai fait une réduction pour arriver à 28 degrés. En fait, ce que j'aime avec Bonne Mère, c'est que sur son rhum vieux, quand je fais l'association, parce que je testais Venezuela, je testais Guatemala en rhum vieux,
c'est que sur le rhum vieux de bonne mère, j'arrive à garder le côté végétal de la coriandre, le côté un peu coriandre fraîche. Alors que si je bascule sur d'autres marques comme d'autres rhums comme ceux d'Amérique du Sud, on bascule directement sur du cassis. Je sens plus le côté coriandre. Super. D'ailleurs, on dit de cassis en bouche, c'est la coriandre qui fait ça. Euh, Dis-moi, Steve, je suis curieux par rapport à la réduction. Tu fais la réduction avant de faire ta macération ou tu fais Non. tu fais macère à plein degré, à plein degré Je fais d'abord ma macération, et je fais ma réduction après. Pourquoi? Parce que la macération, il faut que l'alcool s'imprègne au maximum des aromatiques de l'épice, de la plante ou du fruit, etc. Et plus c'est haut en degré d'alcool, et plus vous allez avoir des éléments qui vont ressortir. Si vous êtes trop fort en alcool, vous allez avoir des éléments que vous ne voulez pas qui vont sortir. Donc, il faut bien avoir le bon dosage en alcool. C'est là que je travaille beaucoup avec du 50 degrés en moyenne, 50 ou 57, voilà. Et je fais la réduction après, toujours après. Pourquoi? Parce que avec ma réduction, je vais apporter du sucre. Le sucre a deux choses, comment dirais-je, deux rôles en fait. Le premier rôle, c'est de fixer les arômes. Parce qu'il y a dans mon milieu, en fait, trois choses qui vont fixer les arômes, l'alcool, le sucre et le gras. C'est pour ça qu'on dit que le gras, c'est toujours bon. C'est pas très bon le beurre, d'ailleurs. Ces trois choses-là, je vais les utiliser, moi, dans mes macérations de préparation, dans les crèmes de rhum, c'est le gras, etc. Et en fait, donc le sucre va venir fixer les arômes à chaud, parce que je fais mon sirop avec la coriandre, donc je vais apporter cette fixation aromatique sur le sucre. Et ensuite, ça va me permettre aussi de faire le lien entre le côté végétal et le côté rhum vieux qu'on va avoir. Le but, c'est de ne pas mettre trop de sucre, de mettre juste ce qu'il faut pour qu'on ait un bel équilibre aromatique. Sinon, ça bascule sur une sorte de sirop, et moi, je ne suis pas fan de ça. Donc, voilà. Des questions encore? Profitez-en, hein. Là, je suis dispo pour ça. Question, on va continuer. On va continuer avec l'hibiscus yuzu. L'hibiscus yuzu, c'est le produit pour lequel j'ai pris plus d'années à faire ma production. C'est le plus long. Ça a pris 2 ans pour trouver la recette. 2 ans pour trouver la recette. Et je peux vous dire que j'en ai bien chié, comme on dit, pour trouver ça. Alors, à la base, l'hibiscus, le groseille pays, c'est comme ça qu'on appelle l'hibiscus chez nous aux Antilles. Le groseille pays, c'est ce qu'on appelle le bissap. Donc, le bissap, moi, je travaille avec le bissap frais, donc groseille pays, et le bissap séché. C'est une double macération. Le bissap séché va apporter le côté un peu rouge, légèrement terreux en bouche, et le bissap frais va apporter un peu d'acidité qui me permet d'acheter le yuzu pour apporter le côté parfumé. C'est pour ça que j'ai mis du yuzu avec, c'est pour apporter un peu de parfum à cette forme, parce que le rhum et l'hibiscus, il faut mettre beaucoup d'hibiscus pour avoir un peu de rhum. Deuxième chose, c'est que sur l'hibiscus, il y a une évolution aromatique et visuelle. Quand je viens de faire mon hibiscus, la couleur n'est pas comme ça en fait, c'est rouge rubis. On est plus sur une couleur qui ressemblerait à ça là, en fait. Alors là, vous voyez le haut là, ça ressemble un peu à ça quand je viens de le faire. Alors ça, c'est une autre solution, mais ça c'est autre chose, mais bon. En fait, il va évoluer parce que je travaille avec l'oxydation, comme je vous disais au début. J'aime l'oxygène. L'oxygène permet d'avoir un produit qui va continuer à évoluer dans le temps et ne pas s'abîmer et être fragile à l'oxydation. Je fais des biscuits sur vous. Alors, j'ai découvert accidentellement, non, n'empêche. C'est qu'au fur et à mesure que la couleur va changer, on va passer sur une sorte de madérisation au niveau de la couleur, un peu cuivrée. Les notes aromatiques vont changer au fur et à mesure. On va partir du côté un peu floral de l'hibiscus, avec un yuzu qui vient apporter une acidité et un parfum assez puissant, à un côté cerise griotte, framboise, un peu cassis, et une acidité qui est légère et fine, avec un petit léger parfum.
Et ça, c'est l'évolution aromatique. Et plus ça va évoluer, et plus les fruits rouges, framboises, des cassis et cerises vont se distinguer dans la dégustation. Chacun son tour. Alors, c'est pas fait exprès, hein, mais ça, c'est les avantages de la macération en oxydation. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer, alors, je sais pas s'il y a alors, je pense qu'il y a des marques de rhum arrangé au Canada, euh, mais quand il y a les fruits à l'intérieur, en général, c'est des macérations en bouteille. Macération en bouteille, en anaérobie, c'est-à-dire on a son rhum, on met son rhum, on met ses fruits, on met son sirop, on fait avec sa recette spéciale, là, on ferme la bouteille, on met dans un carton, on attend 3 mois et on ressort le truc pour le vendre. Euh, Ce genre de système-là comment dirais-je, a une problématique, c'est que quand on va ouvrir la bouteille, l'oxygène va attaquer le fruit et ça va dénaturer le goût. Donc, quand vous allez arriver à la moitié de la bouteille, vous allez voir que votre fruit va noircir et ensuite, ça va dénaturer tout l'ensemble de votre produit et après, c'est pas terrible. Et deuxième chose, moi, je ne mets pas mes fruits à l'intérieur parce que j'estime que quand on a 70 centilitres de rhum, on aime boire 70 centilitres de rhum et pas 40 centilitres de rhum et des fruits qu'on va jamais pouvoir bouffer parce que ils sont coincés dans la bouteille. Donc, moi, je travaille les fruits, mais je filtre. D'accord? Je filtre. Donc, hibiscus chez vous, vous allez voir la petite dégustation. L'acidité vient vraiment après parce que on est à ce côté, l'acidité vient plutôt accompagner la dégustation. Donc, voilà pour l'hibiscus chez vous. Est-ce qu'il y a des questions sur l'hibiscus chez vous ou pas du tout? Ouais. Je pense est-ce qu'on est sur une base de Longto ou. Alors, hibiscus chez vous, c'est une base Longto, oui. Lève ta main, il peut y avoir la prochaine fois, là. C'est comme le planteur. OK. C'est ce que je croyais. Très bien. Moi, c'est une des préférées jusqu'à date. Comment? C'est un de mes favoris jusqu'à date. Honnêtement, on sent beaucoup les fruits rouges. On sent un petit peu le rhum agricole. Je trouve que ça respire, là. Voilà, et en plus, une acidité qui est sympathique, qui reste et qui permet de casser la force du sucre. Ça, une chose, c'est que dans l'hibiscus yuzu, il y a plus de sucre que dans la vanille. Et dans la vanille, c'est plus sucré que dans l'hibiscus yuzu. Peut-être une petite dernière question. Je pense que tu l'as mentionné, mais j'étais comme parti avec un préjugé que ce serait de la fleur d'hibiscus parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans d'autres produits, mais je comprends que c'est le fruit de l'hibiscus dans ce cas-ci. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'hibiscus. Alors, attends, je vais vous montrer ça parce que je vais vous montrer. 3 secondes. Alors, l'hibiscus, c'est pas la fleur ornementale. Ça n'a rien à voir. Le biceps, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, le biceps, ça ressemble à ça, en fait. Je vais vous montrer. Ah, il y a une belle photo, là. En fait, vous voyez la photo, là? Ah, ouais. Oui, ouais. OK. Mettez mon téléphone, je vais comme ça. Allez, bon, hop. Le biceps, ça ressemble à ça. Il est où c'est où, là? Voilà. En fait, la fleur, c'est quand le biceps est en train de s'ouvrir et il n'est pas encore prêt. Et quand la fleur se fane, on récupère ce qui est à côté, là. Le truc qui est à côté, c'est ça, là. On récupère ça. On enlève ce sont les sépales de la fleur. C'est la couronne qui tient la fleur, en fait. D'accord? Et ça, on va faire ça sécher. Là, j'ai un vieux reflet, là. On voit plus. Ah, mon téléphone est en train de s'éteindre. Je suis con. Euh, donc, ça, c'est la couronne qui a sous la fleur. Et ça, c'est ce qu'on va faire sécher. Et on va faire le biceps avec. D'accord? Et du coup, ça va donner ça. Je vais vous montrer, puisque j'en ai là. J'en ai là, je vais dans la cuisine. Alors, c'est où? C'est là. Ça va vous donner ça, en fait. Alors, hop, ça donne ça. Je vais vous montrer. Oui, quand c'est séché, ça donne ça quand c'est séché. Et ce qu'on a dans le thé, qu'on va du thé à l'hibiscus, c'est ça qu'il y a dans le dedans. C'est la petite couleur rouge, en fait. Et ça, on fait une infusion avec, à froid ou à chaud. Et moi, La salle, il faut. Oui, il est là. comment?
C'est ce qu'on appelle la fleur de Jamaïca aussi là, dans l'Amérique du Sud. Ah, j'en ai aucune idée. Je dis qu'on appelle ça bissap en Afrique, OK. groseille, puis aux Antilles. Et en fait, on l'appelle l'hibiscus, c'est la même famille que l'hibiscus. C'est la même famille que l'hibiscus, et du coup, on l'appelle comme ça parce que c'est la même famille que l'hibiscus. C'est ça, t'en as, toi, de ça. OK, regardons ça, oui. Comment? On a la nôtre. On a la nôtre. Ouais, peut-être. On continue. Regarde pas. Regarde, mais mon Dieu, regarde. Ah, attendez, attends, je regarde. Je vois pas parce que j'ai une sorte de truc là qui m'embête là. Je vais partir. Hop, je vais fermer ça, fermer ça. Specials. Ouais. Ah, ouais, c'est la même chose, c'est la même chose. Ah, excusez. C'est exactement la même chose. Vous avez dit ça? Il a commandé celui Amazon. OK, c'est bon. Ah, mais ça, c'est. Ouais. Préparais-tu des supplémentaires, hein, Bruno? Ben, tu peux faire comme des limonades. OK, des limonades. On fait des limonades, on fait du jus avec en fait. Avec des jus Et le jus, c'est quoi? On met dans de l'eau, on fait cuire et après on laisse refroidir et on va sucrer derrière. OK. Ça se boit frais par contre, là, parce que, et ça se boit vite parce que sinon, ça Des fait ronds spéciaux. Comment? Non, c'est un commentaire autre. Interne. D'accord. Ah ben ça, c'est mieux. Miel et rose. Alors, miel et rose, à la base, c'était pas pour moi, hein. C'était pour un apiculteur. Je m'a demandé de faire 2 recettes pour lui. Un miel spicy, que je vais avec un miel de châtaignier. Et un miel et rose, que j'ai créé pour lui aussi, avec un miel qui était très, très floral, très léger, très rond, mais avec une puissance aromatique très intéressante. Et du coup, je lui ai créé ça. Il en prend beaucoup. Moi, j'ai testé sur le marché, mais bon, c'est bon, mais c'est pas mon truc. Bon, c'est pas mon truc. Je m'exprime mal. En fait, le problème du miel, c'est que c'est riche en fructose et en glucose. Et le truc, c'est que quand on le met quand on fait l'assemblage avec le rhum et tout, dans le temps, ça m'a sucré de plus en plus. Comme je suis pas très, très sucre, et du coup, c'est dommage. C'est très bon, mais c'est trop sucré pour moi. Et miel et rose, il y a une macération de pétales de rose, de boutons de rose. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Hop, les boutons de rose. Tac. Alors, il faut que je dégage certaines choses. Hop là. Hop là. Pas grand-chose là. C'est mieux comme ça. Voilà. C'est des boutons de rose. Ça sent bon, la vache. Ça sent super bon. C'est des boutons de rose que j'utilise et que je fais macérer. Et c'est comme pour la coriandre, il y a un timing bien précis, sinon ça bascule sur des choses qui ne sont pas agréables. Donc, miel et rose, vous pouvez goûter d'ailleurs. Vous allez voir que c'est un côté très rose en bouche, très floral. Et ça fait presque le litchi comme la fleur de sureau. Et derrière, c'est sucré par le miel. Donc, c'est très sucré. Moi, je trouve ça très sucré. Trop sucré même. Mais ça, c'est le miel qui vient sucrer au fur et à mesure que le temps passe. Et du coup, voilà, c'est bon, mais c'est trop sucré pour moi. Vous en pensez quoi du miel rose d'ailleurs? La merde. Parce que c'est très féminin souvent. Ouais, un petit Oui, c'est très délicat. C'est très parfumé aussi. C'est assez intéressant, très différent aussi des autres. Pas à date, là. Attends, problème avec ta caméra, PO? Non, je suis d'accord. Ouais, c'est pas grave. OK, c'est bon. Pas de problème. Ben, il est vraiment excellent. Moi, j'adore le miel. Puis j'aime beaucoup justement la balance entre le miel et la rose. Le bouton de rose prend de la place, mais c'est quand même assez bien balancé, hein. Ouais, c'est super sympa, parce qu'on n'arrive pas à sentir les deux parfums. On sent le miel, on sent la rose. Et du coup, voilà. Et lui, il kiffe.
suis moins fan parce que c'est trop sucré, mais c'est super sympa en fait. Ça dépend des occasions. En fait. C'est pas très, c'est pas très linéaire. Je trouve que le nez et la bouche sont très différents. Ouais, c'est Ça, j'aime bien. l'autre, puis l'hibiscus, je prendrais. Ils sont pas Et tous à le nez est moins agréable que la bouche. Non, non, ben en fait, je trouve que le nez est très différent de la bouche. Au nez, on a plus le côté floral. En bouche, on a vraiment le côté sucré qui arrive rapidement. Ouais. Non, 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 je suis pas avec vous. Et, Ouais. c'est une belle recette, mais c'est un truc que voilà. Je vais travailler pour faire autre chose qui sortira pour la Saint-Valentin l'année prochaine. Est-ce que ça se vend bien, celui-là, ou c'est nouveau assez? Alors, moi, je l'ai sorti à la base pour lui, donc lui, il le vend très bien. Parce qu'il a une gamme qui fait du miel, donc il fait son miel, il a son rhum avec son miel, il a son hydromel avec son miel, il a son pain d'épices avec son miel, donc voilà, il fait une gamme de produits avec son miel, donc ça se vend plutôt pas mal. Moi, j'ai fait un peu l'intrus dans la gamme. Donc voilà, j'ai moins de succès avec que lui, il en a par rapport à sa gamme. OK, je comprends. Dans ta gamme actuelle, combien tu as de recettes? Parce qu'on en a eu 13-14 aujourd'hui, mais tu en as à peu près. Toutes tes recettes, tu en as plusieurs encore? Alors, j'ai beaucoup de recettes. C'est Je vais montrer quelque chose. Je vais montrer quelque chose que je montre à personne. 14. Oh, une exclusivité. On voit qu'il y a de l'imagination. Ouais. C'est les écrans. Enregistré. La presse, il y en a. Enregistré. Peut-être enregistré. C'est ça. Moi, OK. Ok, ça, c'est des recettes. Ça, c'est des recettes. Oh, attends. Donc, il y a des très bonnes choses. Il y a de très, très bonnes choses. Il y a des choses qui sont moins sympas. Mais bon, c'est des recettes que j'ai travaillées. Il y en a qui vont sortir. Il y en a qui sont pas mal. Il y en a qui sont très, 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 très bien. C'est tout qui vont sortir au fur et à mesure. On va voir comment ça se boucle. Petite question avant de remuter, Steve. Parle-nous tout à l'heure aussi des types de bouteilles que tu utilises. Là, je sais que tu nous parlais des bouteilles avec fibre de canne. Je trouvais ça intéressant, puis c'est assez innovateur ou c'est quand même fréquent en Europe? Alors, il y a des guêpes là. Quand même, il y a des bonnes choses. Il y a des guêpes qui arrivent. Ces bouteilles-là que vous avez que vous avez reçues, c'est en fibre de canne. Du bouchon, tout est en fibre de canne. C'est une bouteille que j'utilise que pour mes dégustations. Parce qu'en dégustation, si ça tombe, c'est pas grave, puisque ça se casse pas. Et c'est moins lourd. Donc ça, j'utilise ça principalement pour ma dégustation. J'avais acheté ça pour lancer ma gamme à Amélie, qu'on va goûter juste après, avec le 3 agrumes. Euh, mais le public n'est pas assez prêt pour ce genre de produit parce que le plastique et le spiritueux font pas bon ménage. En fait, c'est un aspect plastique, alors que ce n'est pas du plastique. La fibre de canne, les gens ne savent pas que c'est la fibre de canne. Et même si on le marque, les gens pour eux, c'est du plastique, une bouteille en plastique. Et une bouteille en plastique et le spiritueux, ça ne va pas ensemble. Question comment dirais-je? Ça donne le côté cheap, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est pour ça que je reste sur bouteille en verre. Donc, la fibre de canne, j'utilise beaucoup pour mes dégustations ou mes envois d'échantillons. Parce que derrière, ben, ça coûte pas cher. En vrai, ça coûte pas cher. Ça coûte un bras, mais c'est plus écologique que d'envoyer les échantillons en bouteille de verre. Et mes bouteilles sont en verre. Ça fait 1,5 kg rempli. C'est une arme de catégorie 2. Je viens avec modération, pas attention. 2 secondes. Une voiture qui est là, je regarde qu'est-ce qu'elle fait. J'ai 2 secondes. 2 secondes. Donc, en attendant, je vais parler là. J'ai des petits problèmes avec ma caméra, mais je suis toujours présent. J'espère que vous appréciez cette dégustation d'été, assez festive et estivale, avec quelques échantillons. Ah, voici l'homme de la situation. C'était mon voisin. On est assez, on est vigilant sur ce qui se passe dans la zone. Donc, quand il voit que c'est ouvert qu'il y a une voiture, il vient voir si c'est bien moi ou si c'est quelqu'un d'autre. Il a bien raison. Donc, bouteille en verre. Ça fait plus mal. Maxime, tu les as vus quand tu es venu en métropole. Ouais, ça, c'est bouteille en verre. Et ça, c'est que pour les dégustations, principalement.
Alors là, ça, trois agrumes. Alors, est-ce qu'on l'a mis au frais ou pas déjà? Est-ce qu'on l'a mis au frais? C'est bon? Ça, c'est très, 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 très dangereux. Surtout pour ceux qui aiment les agrumes. Vous avez une dégustation en 3 paliers. Gourmandise, acidité, acidité. Orange sanguine, citron vert, citron jaune. Et vous allez voir qu'en bouche, vous aurez les 3 agrumes. On est à 18 degrés. Un truc que j'ai créé pour la grande distribution. Steve, Oui. tu peux me dire c'est lequel? Je n'ai pas bien vu c'était lequel. 3 agrumes. Trois agrumes. OK, merci beaucoup. Donc, 3 agrumes. C'est une gamme que j'ai sortie pour la grande distribution. En fait, à la base, il y a 4 parfums. Je vous en ai envoyé un parce que je n'en envoyé qu'un. À la base, c'est un titre où c'est pas mis. En fait, j'ai sorti une gamme pour la grande distribution pour pouvoir apporter un côté plus européen sur les robes arrangées. Ils sont plutôt du côté exotique, avec des fruits qu'on va trouver en métropole ou en Europe. Framboise, cerise, cassis, 3 agrumes. Et en fait, là, sur 3 agrumes, vous allez avoir une dégustation en 3 temps, comme je vous disais. Une attaque sur l'orange sanguine, gourmande, et après, acidité, du citron jaune et du citron vert qui vient en finale. On est à 18 degrés, mais j'ai voulu rester sur des degrés qui sont très très bas pour ça, pour préserver le côté gourmandise et atténuer l'acidité que pourraient apporter les 2 citrons. Et pour avoir un bel équilibre aromatique. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est bien parce que je trouve que c'est vraiment une belle balance, qu'on garde quand même l'acidité des agrumes, que je trouve vraiment intéressant, avec un côté quand même gourmand. C'est vraiment c'est bien balancé, je trouve. Moi, je suis fan de ce truc-là. C'est le rosé de l'été, ça. Ça avec un glaçon. Oh là là. Ça fait des dégâts. Alors, c'est à 18 degrés. Donc, il y a du rhum. Hein. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. C'est pas mal ça. Hein. Et en fait, pour cette histoire, vous avez celui-là aussi. Par exemple, bon, ça sera peut-être une prochaine fois. Cerise cassis. Hop. Il y a cerise cassis. Et il y a framboise. Il y a la framboise. Il y a la framboise et il y a le planteur hibiscus. Intéressant. Et dis-moi, Steve, si tu veux bien expliquer aux gens ici au Québec, on est moins un petit peu familier avec tous ces produits-là. On en voit un petit peu présentement qui commencent à faire depuis peut-être 2 ans, 2, 3 ans, un petit peu. On voit quelques arrangés au Québec, mais c'est des produits qu'on est moins habitués. Tu veux nous parler de la différence entre un arrangeur, un punch, un rum punch ou un planteur? OK. Juste nous expliquer les différences. Un planteur, c'est un cocktail à base de jus de fruits, d'épices et de rhum. Donc, on est vraiment sur un assemblage de jus de fruits ou de nectar de fruits, d'épices et de rhum. Ça, c'est ce qu'on appelle un planteur, parce que c'est un cocktail à la base de planteur. C'est un cocktail. Un arrangé et un punch au rhum, c'est la même chose. Le punch au rhum est l'appellation qu'on donne aux Antilles, le punch des arrangés. Et en La Réunion, on dit rhum arrangé. Après, il y a autre chose qui se mélange dans l'histoire, c'est que juridiquement, le mot rhum arrangé est interdit. En Europe, en tout cas. Parce que le mot rhum est protégé. Du coup, on n'a pas le droit de dire rhum arrangé. On va dire une boisson spiritueuse à base de rhum, une liqueur à base de rhum ou un punch au rhum. Rhum arrangé est banni de la législation française. Et du coup, sur les bouteilles, vous allez avoir marqué un arrangé, mais ça va être un nom. Et à côté, marqué boisson spiritueuse à base de rhum ou liqueur à base de rhum ou punch au rhum. Sans marqué derrière ou devant la bouteille. C'est fait exprès, mais rhum arrangé et punch au rhum, c'est la même chose. Hein. Ça reste des liqueurs.
à base de rhum parce qu'ils ont une autorisation, une obligation légale, c'est que en métropole, enfin, en Europe, tout est catégorisé et tout n'a pas la même taxation, la taxation sur l'alcool. Un punch au rhum est une boisson spiritueuse. Du coup, c'est à partir de 15 degrés. 15 degrés et plus. Alors, nous, on a deux taxes. La taxe d'assises et la taxe de sécurité sociale. La taxe d'assises est impactée sur tous les alcools. Non, tous les alcools, de 1 degré demi à 86 degrés. Ensuite, la taxe de sécurité sociale, elle ne commence qu'à partir de 18 degrés. D'accord? Alors, boisson spiritueuse à partir de 15 degrés. Donc, tous les rhums que je produis, rhum arrangé, etc. et tout, sont des boissons spiritueuses. Et avec la particularité d'avoir un minimum de sucre dedans pour s'appeler punch au rhum. C'est-à-dire minimum 100 grammes de sucre par litre de produit. Ça, c'est la loi qui l'oblige. Et du coup, j'ai 2 ou 3 références qui vont changer de nom bientôt. Je ne vais plus les appeler punch au rhum, mais je vais les appeler boissons spiritueuses. Ça va être le fruit de la passion, ça va être la vanille et ça va être le piment. Parce qu'ils ont un taux de sucre qui est inférieur à 100 grammes par litre. Donc voilà. Punch au rhum et rhum arrangé, c'est la même chose. C'est juste qu'à La Réunion, on dit rhum arrangé. Et aux Antilles, on dit punch au rhum. Punch. On dit alors punch, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai une question. Qui sait où est né le rhum arrangé? Tu peux me dire où est né et comment est né le rhum arrangé? Où est né et comment? C'est pas à l'île de la Réunion? Alors, ça vient de La Réunion, effectivement. Comme la fécondation de la vanille, d'ailleurs. Ah ben moi. La meilleure équipe. Mais plus précisément, parce que là, Bon, alors, faut savoir une chose, c'est que à La Réunion était une des escales pour la route des épices. C'était Chine, Inde, Madagascar, Réunion, avant d'arriver en Europe. Euh, et en fait, à La Réunion, il y a la production d'alcool, bien sûr, de rhum traditionnel, donc rhum de mélasse. Et ce rhum-là permettait de faire plusieurs choses. Dans la population locale, on s'en servait pour faire, déjà pour la consommation sec, ou pour faire des plantes médicinales en infusion pour pouvoir soigner. En plus, le rhum était utilisé beaucoup par les bateaux pour la conservation de l'eau et des fruits, parce que sinon ça pourrit. Et du coup, ils mettaient les fruits dans les tonneaux, ils mettaient du rhum pour avoir une certaine conservation. Et en arrivant à destination, en règle générale, quand on vidait les fûts de fruits, on se rendait compte que le petit rhum qui l'accompagnait était plutôt agréable à boire, malgré le fait qu'il n'y a pas de sucre. Et c'est comme ça qu'en fait, on pense qu'est né le rhum arrangé. Voilà pour cette histoire. Et La Réunion est berceau de naissance de beaucoup de choses, hein, très intéressantes. Donc, rhum arrangé, la fécondation de la vanille aussi. Même si le contexte n'est pas très, très agréable, mais bon, c'est des choses qui sont nées là-bas et qui permettent à La Réunion d'avoir cette identité forte sur les rhums arrangés. Il faut d'ailleurs les rhums arrangés avec tout, hein, avec tout. C'est incroyable. Voilà, petite histoire. Est-ce que c'est bon pour la question ou est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? J'entends pas en fait, j'ai plus de son. C'est parfait. Ok, C'est très bon. on continue. Mangue. Mango, mango. Mangue. Chris, je commence à connaître la glace. Ça va être fort. La mangue, pour le coup, comment dire? La mangue, j'ai foiré la recette à la base. La mangue n'aime pas le rhum. Je l'ai vu à mes dépens. Quand j'ai fait ma mangue, alors pour la mangue, je fais avec de la purée de fruits. Pourquoi? Parce qu'avec le fruit, quand on achète des paquets de fruits de mangue, entre deux mangues, vous avez des goûts complètement différents parce qu'ils n'ont pas la même maturité, ils n'ont pas été cueillis dans le même arbre, etc. Donc, vous avez des trucs qui sont assemblés à des paniers. Donc, du coup, je n'arrive pas à avoir un goût euh, homogène. Donc, je travaille avec de la purée de mangue.
100% mangue surgelé, sans pasteurisation, pour avoir un maximum de goût de mangue. Et une texture de mangue aussi. Donc la mangue, quand j'ai créé la mangue, j'ai créé comme le fruit de la passion. Comme le maracuja. Et quand j'ai goûté à la fabrication, j'ai dit ça va être une tuerie. Sauf qu'au bout de 3 mois, en goûtant l'ensemble, c'était pas bon, c'était dégueulasse. C'était vraiment pas bon. On avait l'attaque sur la mangue, après on avait une amertume qui éclatait le palais, c'était pas bon du tout. Aucune harmonie aromatique, c'était vraiment pas bon. Et j'avais fait 150 litres. Et 150 litres, ça se jette pas parce que c'est taxé. Et quand on voit le montant de la taxe sur les 150 litres, on trouve une solution. Et du coup, j'ai mis du citron vert. Pourquoi? Parce que je me suis dit que sur le fruit de la passion, il y a de l'acidité. Il faut que je la crée sur la mangue. Et j'ai cherché citron jaune, citron vert, yuzu, etc. J'ai dit, bon, je passe sur le citron vert parce que j'aime bien le citron vert et je trouve ça que c'est un truc très parfumé. Donc, je travaille avec du citron vert. Et du coup, quand je vais retravailler, bien sûr, euh, pour préserver cette aromatique du citron vert et cette petite pointe d'acidité qui est bien particulière au citron vert, je vais faire mon assemblage pour qu'on ait une attaque sur la mangue gourmande, un milieu de bouche sur le rhum, et on repart sur l'acidité du citron vert. Donc, vous allez avoir une dégustation sur 3 phases aromatiques. Attaque sur la mangue pulpeuse, gourmande, et ensuite, on va avoir un petit côté kick avec le rhum qui vient dans la bouche. Et derrière, on a tout le citron vert qui prend le relais, qui vient faire le lien entre l'ensemble, qui vient tenir la mangue, en fait, sans avoir ce côté désagréable. C'est pas juste sur la mangue. Non. C'est quel fun. Oh, c'est la seule. Et je se garde facilement. Ok, oui. Et on le voit, c'était fait. Et c'est une parle de personne. Vous avez les 3 phases aromatiques ou pas du tout? C'est ce que je fais peut-être. C'est une question, ça? Ouais. C'est quoi la question? Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Avez-vous les 3 phases aromatiques? Oui, facilement. Oui, c'est une belle découverte quand même. Le citron vient justement soutenir la mangue, parce que la mangue, juste un rhum arrangé ou un punch à la mangue, juste le fruit, ça peut être quand même assez lourd, comme on va dire comme une liquide. Ouais. Fait que la balance entre les trois est vraiment bien faite. C'est top à payer. Et en fait, aujourd'hui, vous allez voir que quand il y a des choses à la mangue, c'est très sucré. Oui, très C'est pour sucré. capter la bière. Pas chaud. Et moi, quand je suis pas très sucre, j'ai préféré mettre de l'acidité avec le citron vert. Ouais, l'idée de rajouter de l'acidité, je trouve ça vraiment intéressant. Puis le rhum est toujours présent au travers, ce que j'aime bien. Puis j'aime aussi l'idée de, tu sais, de garder la texture et tu sais, je trouve que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. On est C'était beaucoup moins sucré que ce que je m'attendais. Ben, je suis pas très sucre de base, donc c'est pour ça que le miel est rose, qui est le plus sucré de la gamme. Je pense que je vais l'arrêter parce que je trouve ça trop sucré et que voilà. Mais ouais, je suis pas très très sucre. Et pour moi, un arrangé, un produit, il faut qu'il y ait des défauts et des qualités. Et c'est cet ensemble de défauts et de qualités qui vont faire qu'il y a un équilibre et une identité au produit, en fait. Et avoir un truc trop sucré, c'est lui faire perdre son identité et être trop dans le général, en fait. D'un truc trop sucré, vous buvez, bon, ok, c'est bon, mais c'est très sucre. Et du coup, on en perd l'essentiel, en fait. Je trouve ça dommage. Donc, je crois que je suis pas très très sucre de base. Alors, on va Donc, continuer. Steve, juste pour te dire, nos caméras sont fermées. On a les caméras surchauffent présentement avec la chaleur, mais on est toujours présent. Ok, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tant que je vous entends, c'est le plus important. Euh, pour ce qui va suivre, si vous avez un deuxième verre ou un gobelet, c'est mieux, parce que le gras va fixer ces arômes sur le verre et ça va vous tuer la dégustation pour le reste. Donc, si vous avez un petit gobelet ou un petit truc comme ça peut être sympathique pour pouvoir acheter sur les crèmes de rhum et le punch coco. Ok? Donc, le prochain, c'est le punch coco. Punch coco. Alors, le punch coco est un paradoxe à lui tout seul. Pourquoi? Il se boit frais, mais n'aime pas le froid. Le punch coco est fait à base de lait de coco.
Le coco, c'est très, 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 très gras. Tellement gras que quand vous mettez le lait de coco frais, eh bien, ça va figer, ça va faire des blocs. Parce que le gras va figer. C'est comme pour le beurre, un beurre, vous mettez du beurre. Et prenez l'huile de coco d'ailleurs. L'huile de coco, très bel exemple. L'huile de coco, c'est liquide. Ça prend un petit courant d'air frais, ça fait un petit bloc. C'est assez rapide d'ailleurs, hein. Donc, c'est vraiment très important de rester sur un produit à température ambiante. Et pour pouvoir le boire, soit vous le secouez très fort avant de le mettre au frigo 1 heure pour que ça soit bien homogénéisé au niveau du gras, de l'alcool, pour que ça n'ait pas le temps de prendre en fait. Mais c'est 1 heure max, parce qu'il ne faut pas que ça donne décanter. Quand ça décante, vous allez avoir le gras qui va monter. Et ouais, je peux vous montrer ça d'ailleurs. Genre, alors là, je l'ai homogénéisé. Ok. Attendez, je vais changer de truc, ça va être plus simple comme ça. Hop, on va passer sur. Hop, voilà. Là, il est homogénéisé. Donc, vous allez voir, tout est blanc. Là, il n'est pas homogénéisé. Vous allez voir, il y a une phase là. Là-haut, c'est le gras. Là, c'est les épices. Et ensuite, c'est le rhum qui va rester en bas. Vous voyez la différence? Et plus ça va durer longtemps, et plus le bas va devenir transparent. Parce que le gras, ah ben, ça n'aime pas l'alcool. Et du coup, ben, ça fait ça. Alors, hop, je remets ça à sa place. Donc, le punch coco se boit frais, mais n'aime pas le froid. Du coup, le glaçon est le bienvenu. Je vois, c'est bon, ça va. Ouais. Le glaçon est le bienvenu. Et le punch coco est fait comment? C'est traditionnel. Donc, comme un sorbet coco, lait de coco, lait concentré sucré, épices, sucre, cuisson. Et quand ça refroidit, on va mouiller au rhum. Aux Antilles, on va prendre le coco sec. Alors, pour information, on ne dit pas la coco, on dit le coco. C'est très important. Si vous allez aux Antilles, c'est très important, hein. Vous ne voulez pas vous faire lyncher, dites pas la coco, hein. Euh, c'est le coco. En fait, vous avez euh, votre cocotier. Dans le cocotier, il y a des cocos. Ok, c'est le fruit, coco. Et dans le coco, vous avez la noix de coco. Quand c'est vert, vous avez de l'eau à l'intérieur avec une petite crème fine, c'est super bon. Et quand ça sèche, vous cassez, vous avez ce qu'on appelle le coco sec. Nous, on appelle ça coco sec. C'est ce qu'on appelle en Asie le zut. Ah, zut. Copra. Le copra en Asie, qui va être la pulpe qui va permettre de faire le lait de coco. Nous, aux Antilles, on va prendre cette pulpe-là, on va gratter, on va faire on va la râper, on va mettre dans des torchons, on va extraire le lait de coco. Et ensuite, on va faire la cuisson avec les concentrés sucrés, etc. Mais quand on a ça, on a un 100% de coco, et donc c'est très, 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 très gras. Ce qui fait qu'aux Antilles, quand on a fini le punch coco, on a une conservation de maximum 15-20 jours. Après, ça bascule ça va rancir. L'oxydation va tuer le gras du coco et ça va devenir très, 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 très désagréable à boire. Du coup, moi, j'utilise du lait de coco à 95% coco que j'achète lait de coco parce qu'aux Antilles, c'est assez loin de la métropole. Et cette coco a la particularité de ne pas avoir ce côté oxydation qui peut rancir rapidement. Donc, du coup, moi, je fais une chauffe, une cuisson à température contrôlée pour derrière, une fois que ça a baissé en température, mettre ma petite dose de rhum comme il faut. Et ensuite, je vais râper du citron vert dedans. Et le citron vert, les petits bouts, les petits grumeaux que vous allez avoir en bouche là, c'est le citron vert qui va faire ça, qui va se fixer au niveau du gras du coco pour donner une petite aromatique sympathique. Ça, moi, j'aime beaucoup ça. Surtout quand il fait chaud, bien frais. Donc voilà pour le punch coco. Alors, j'en pense quoi du punch coco? Dites-moi. J'entends personne.
Il y a une belle finale chocolat, je trouve. Est-ce que ça vient de chocolat? Ça serait-tu le chocolat? En fait, c'est la cannelle, la vanille et la muscade qui font que vous avez des fois les notes de chocolat qui vont se ressortir, mais il n'y a pas de chocolat, hein. Et le lait concentré sucré qui fait ça. Est-ce que ça Un peu serait un chocolat peu de blanc. vanille? Ouais. Ouais. Il y a de la C'est vanille. du chocolat blanc d'ailleurs, hein, non? Est-ce que pas compris? Est-ce qu'il y a de la vanille, par hasard? Oui, il y a de la vanille, il y a de la muscade, il y a de la cannelle. Et, Beaucoup d'amour. eh oui, sans la dans deux fois. Ah, c'est la recette Elsa, c'est l'ingrédient indispensable. Et Steve, je te dirais présentement, moi, je suis en train de prendre celui-ci avec. J'ai un cigare présentement à la main. Et le pairing avec le cigare est super. C'est très onctueux et le coco, toutes les notes ressortent très, très bien. C'est vraiment génial. T'as quoi comme cigare? J'ai un Plasencia Alma del Cielo. Ah, très bien, très bon choix. Ouais. Et l'accord est super. C'est bon à savoir que je travaille sur des pairings avec le cigare et le chocolat, donc tu vois. Oui, c'est très intéressant aussi à faire. Je vais y aller avec du cigare, mais le coco, j'ai jamais testé le coco parce que pour moi, c'est très gras. Peut-être avec la vanille, la coriandre et le piment, qui sont pour moi, c'est magique avec le cigare. Ouais, j'ai bien hâte d'essayer le piment. On y arrive, on y arrive, on y arrive. On va passer à la cacahuète. Cacahuète, il faut que ça soit très frais, la cacahuète, hein. Plus c'est frais, plus c'est cacahuète. Alors, est-ce que vous savez quelle est la particularité d'une crème de rhum? Pas de réponse? On ne sait pas. Pourriez-vous répéter la question? Ça reste sans la table, le soleil. La particularité d'une crème de rhum. C'est là que ça choque. Quelle est la particularité de la crème de rhum? Bien sûr, la question. Ouais, c'est la question. Vous entendez la réponse, que tout le monde me regarde comme je suis un extraterrestre. Ça doit être certain que c'est la bonne question. D'origine laitière. On dirait qu'on est dans un jeu questionné et télévisé. Alors, une crème de rhum doit Léo, ça marche. obligatoirement contenir une crème d'alcool, en fait, doit obligatoirement contenir du lait. Du lait. Du lait animal. Ah, pas de lait d'amande. Lait animal sous forme de crème liquide ou de lait tout court. S'il n'y a pas ça, ça s'appellera jamais crème en France. Ça s'appellera cream. Vous le battre en anglais. C'est pour ça que vous allez avoir le Baileys, par exemple, qui est à base d'une émulsion lactée qui vient des Pays-Bas et qui a la particularité de se marier très bien avec l'alcool. Parce que le lait et l'alcool, ça ne va pas ensemble, en fait, hein. Ça caille. Ça fait. Ça se marie pas. Donc, il y a une technique pour se marier, ça ne se marie pas de base. Donc, ils ont une émulsion lactée qui vient des Pays-Bas, qui a été créée là-bas, mais qui n'est pas du lait. C'est un truc à base de lait, mais ce n'est pas du lait. Et du coup, ils ont pas de l'appeler crème de whisky. Ils vont l'appeler whisky cream. Ils vont le mettre en anglais pour contourner la loi. Ah, juste une question de langue. On dirait que Théo, sa caméra, elle veut rien savoir. Pierre, tu peux muter puisque ça coupe la présentation à Steve quand vous parlez. Comment? On l'entend bien, nous autres. Mais mieux. Ouais, mais non, ici, ça coupe, s'il te plaît, si tu veux muter votre micro. Tu peux continuer, Steve, excuse-moi. Je disais que pour la crème de rhum, tout ce qui est crème de rhum ou crème de whisky ou crème de tout ce que vous voulez, à part les fruits, parce que crème de fruits, c'est autre chose encore. Mais tout ce qui est crème d'alcool, c'est à base de lait végétal, lait animal, puisqu'il n'y a pas de lait végétal. En France, c'est interdit d'appeler ça lait végétal. Le lait de soja, ça s'appelle de soja, ça s'appelle boisson végétale à base de soja. On doit marquer, il faut qu'il y ait du lait animal. Du coup, le Baileys, par exemple, n'est pas à base de lait, mais d'une émulsion lactée. Du coup, ils ne mettent pas le mot crème de whisky en français. Ils vont le laisser en anglais, en fait.
C'est fait exprès. Ah oui, on peut les jeter, tu vois, tu vas les jeter en dessous. On est à la loi. On s'en va, il y a des déclencheurs. Ouais. Alors, la cacahuète, ça donne quoi en bouche? On a le droit au micro. On peut... Ouais, ben, je demande à PO. Attends, on va prendre 2 secondes. Est-ce que c'est correct, PO, comme ça, le micro, là? Parce que moi, Non, je suis tanné. mute, dès que vous faites du bruit, dès qu'il y a quelqu'un qui chuchote, on l'entend, puis ça coupe la présentation. Fait qu'on va me fermer les micros. Ouvrez juste les micros quand il y a des questions, s'il vous plaît. Donc, que pensez-vous de la crème de rhum à la cacahuète? Que pensez-vous de la crème de rhum à cacahuète? Vous pouvez mettre le micro pour répondre. Hein. Ouais, là, j'ai mis le micro, mais bon, allez-y. C'est intéressant. Puis le fait qu'on sente un peu de texture aussi donne un peu de présence. D'accord. Alors, on est à 18 degrés. 18 degrés pour la crème de rhum. Cacahuète. 56. Shit. On va continuer à basculer sur la crème de rhum noix de pécan. La crème de rhum noix de pécan, pour information, c'était censé être éphémère. Hein. Donc là, vous êtes sur les fonds de stock. Hein. Parce que sur l'étiquette, comme vous pouvez le constater pour ceux qui ont reçu la bouteille, il y a la neige qui est imprimée sur les bouteilles sur l'étiquette. On voit la petite neige blanche. Ça, j'ai créé ça pour les fêtes. Et ça a plutôt bien marché. La noix de pécan, la noix de pécan torréfiée. Donc, on a les goûts de noisettes torréfiées en bouche et de fèves tonka. C'est plutôt pas mal. C'est très bon. J'aime bien ça d'ailleurs. Bien frais. Ça se boit tout seul. Et je fais les inserts avec ça et la pistache et le cacahuète dans du gâteau au chocolat en cœur coulant. C'est très très bon d'ailleurs. Dis-moi, Steve, est-ce que pour toutes tes crèmes de rhum, tu utilises la même base de rhum? C'est du Montebello. Oui, OK. Montebello pour toutes les bases. Donc la noix de pécan, c'est pas mal. Et pour la pistache, je vais vous montrer le fût. Je vais prendre mes gants, j'arrive. Montrez le fût. Hop. Alors, hop. Tac. C'est ce fût-là. Et là-dedans, vous avez la crème de rhum à la pistache. Ça sent bon, ça, la vache. Dommage qu'il n'y ait pas les odeurs. Hein. Là, c'est la crème de rhum à la pistache. Alors, hop, je vais déposer ça. Voilà. Voilà, j'ai une tête bizarre, moi. C'est calme. Allez-y, là, c'est le micro du Mac. Fait que c'est censé d'être bien ça. J'espère que ça ne soit pas trop éphémère parce que pécan, c'est vraiment Délicieux. Ouais. Délicieux, là. Ouais, c'est vraiment bon. Très bon. J'approuve. C'est bon pécan, hein? Oui, oui. Quand vous avez goûté pistache, ils sont pas sur notre level, hein? Ah, bon. Bon, ben, on prend notre temps en patience. Il en reste encore combien? Il y en a.
Non, piquant, c'est très très bon. Et là, je travaille sur le chocolat actuellement. Ouais, je suis en chocolat et je vais faire un chocolat pour Noël. Donc, il faudra faire une autre Alors, dégustation pour Noël. ouais, on va voir ça, on va voir ça. Tu, Euh, tu- tu viendras nous voir au Québec avec la bouteille. ouais, après, Noël, c'est compliqué, mais je vais se passer à Noël hein, pour peut-être un peu après les fêtes entre le 25 et le premier. Je verrai si je peux passer ou pas, je vous dirai. C'est bon. Par contre, c'est très froid. Ah, mais j'aime pas le froid, donc c'est vrai que je vous dirai. Et en plus, je vais de l'alcool, je vais me faire contrôler par la douane, là, à l'aéroport. Ils vont me prendre le truc. Monsieur, vous n'avez pas le droit. Ouais, c'est un peu chez Euh, nous. ouais. Ah, mais vous êtes vraiment bridé sur ça, c'est un truc de folie. Hein. Sur la pistache. Alors, sur les crèmes de rhum, cacahuètes, piquant et pistache, je travaille avec un chocolatier qui me presse qui me presse les nuts, enfin les- oula, qui me presse la cacahuète, qui me presse la pistache, qui me presse la piquant, qui me presse les noix, euh, et qui me fait une purée. Du coup, vous allez avoir des petits bouts en bouche de temps en temps qui vont apparaître parce que c'est fait de façon artisanale. Sur la pistache, alors la pistache, c'est le seul qui va faire un peu, qui va me faire sortir un peu de mon confort. Enfin, ouais. Parce que je vais ajouter un peu d'arôme artificiel sur la pistache. Parce que la pistache, en fait, elle n'est pas très, très expressive en aromatique. Dans le lait, elle va rester très, très fermée. Parce qu'il y a de la cuisson, très, très fermée. Et je mets quelques gouttes d'aromatique. Et bam, elle va reprendre le dessus et elle va se servir de ça pour pouvoir s'exprimer au maximum. Du coup, cet arôme que je vais ajouter va nous apporter notre d'amande amère et il va apporter la couleur. Parce que la pistache, c'est pas comme ça, la pistache, c'est pas cette couleur-là, la pistache. Hein. C'est plutôt comme ça la couleur. Vous avez le haut de la bouteille là, c'est un peu un vert un peu foncé, vert cacadois, un peu. Ça, c'est la couleur de la pistache en vrai. Et l'arôme va donner une petite couleur un peu plus verdâtre, un peu plus attrayante, un peu plus plaisante à voir. Mais voilà, c'est obligatoire, sinon la pistache reste vraiment enfermée dans son cocon aromatique. Et en fait, j'en mets beaucoup, hein, je mets ça en kilos. Hein, je mets ça dans la machine qui est ici d'ailleurs. Montrer la machine. Hop. Je penche coco et tout, je fais ça dans ça. Cette machine-là euh, va à la fois cuire et brasser. Ça tourne. D'accord? Ça va cuire et brasser. Et là, vous avez deux résistances qui vont chauffer un bain d'huile et qui va chauffer l'ensemble. Ça monte à 250 degrés, ce truc. Il y a 200 litres. Et ça, ben, c'est ça que j'utilise pour faire mes crèmes de rhum, mes punch coco, etc. Et là, hop, je vous montrer la machine. Hein. Je vais la brancher, vous allez voir. Hop, pour la brancher, j'ai une prise assez particulière. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, hop, hop, 3 secondes. Petite question par ici. Ouais. Les durées de conservation des crèmes, ça dit quoi, hein? Alors, les crèmes de rhum, c'est 10 mois environ. Entre 8 et 10 mois. À la température. Minimum. Au frigo. Alors là, je vais brancher. Je vais mettre le compteur parce que je coupe le compteur chaque fois. Et là, vous voyez, hop. Voilà. Tout s'allume. Avec un système bien compliqué d'ailleurs. Qui va gérer différents trucs. Donc, c'est en Chine. J'ai acheté ça en Chine. Hein. Pas vous mentir, ça coûte trop cher en France. Ici, c'est la température de l'huile. Et là, c'est le nombre de tours par minute. Ici, le nombre de tours par minute. Et ça, c'est mon minuteur parce que je vois ici un certain nombre de temps.
en cuisson, que j'ai une certaine température, ça se déclenche et à ta place, tu vas redescendre tout doucement. Donc voilà, ça c'est la machine qui va permettre de faire. Je vais voir quand ça tourne, ce que ça donne. Bon, il y a pas une poussière, mais on va faire gaffe. Je ne vais pas mettre la machine en. Je ne ferai pas la chauffe parce que ça ne sert à rien. Je vais vous faire voir juste. Ça tourne normalement. Et là, comme c'est sec, attends, je vais mettre de l'eau. Je vais mettre de l'eau, vous allez voir. Voilà, vous allez voir que ça va tourner, ça va tourner plus fort. Avant de le cramer quand même. Hop là. On a occupé fort tout de suite. Voilà. Parce que ça consomme beaucoup d'électricité. J'espère que je peux. Ça consomme 63 ampères. Tu veux ça enregistré puis les musiques? Ah oui, tout est revenu, tout est beau. Je réenregistre, je vais te remettre ça ensemble. Don't worry. Donc, on va continuer. Hop là. Ça. Voilà. Beau, pas. Ouais, tout est beau, le monde est revenu, on vous voit, tout est correct. Ma blonde, elle aime. Parfait, tout est sous contrôle. On est de retour. Moi, je voulais arranger le micro pour PO, mais il n'y a rien à faire, il a vraiment raison. Fait qu'on va laisser ça comme ça, puis on va le fermer à chaque fois. Ça marche. On va repasser sur le verre. Parce que là, on va continuer avec le fruit de la passion. Maracuja. Ça, c'est très bon. C'est le moins sucré de ma gamme. Alors, pour savoir une chose, c'est que le fruit de la passion s'appelle maracuja aux Antilles et dans les pays hispaniques, on l'appelle maracuya. Je travaille avec un fruit de la passion qui vient des Antilles françaises, du Pérou ou du Brésil. Ça dépend. Suivant quand je l'achète. Parce que celui qui vient d'Asie ou de Colombie, c'est une variété qui est très violette, pas très grosse, ça doit être cette taille-là à peu près. Comme ça à peu près, c'est d'Asie ou de Colombie. Et en fait, ceux que j'ai des Antilles, ils sont plutôt gros comme ça, quoi. Ils sont jaunes ou un peu violets, ça dépend des variétés, mais très acidulés, très parfumés. Et c'est cette variété-là que j'utilise parce que j'aime bien cette acidité et ce parfum qui est très puissant. Je vous laisse goûter. C'est le moins sucré, on est à 29 degrés. Et en fait, celui-là, je brasse beaucoup pour que le fruit puisse confire dans le rhum avec l'oxydation. Donc, je vous laisse goûter celui-là, Maracuja. Moi, c'est un de mes bangers. Hein. C'est plutôt pas mal, avec une bien forte acidité d'ailleurs. Ça, c'est la vanille avec que je travaille. J'ai 10 kilos de vanille actuellement. Là. C'est dommage qu'il n'y ait pas les odeurs parce que c'est quand même très sympathique. On va devoir aller te rendre visite, Steve. Comment? On va devoir aller te visiter pour avoir les odeurs. Je viendrai ça avec ça, tu viens au Québec. Salut. Dans le tout bonnet. La question, on va se monter un trip de fou. Vous êtes où en France? C'est gros la France, là. Je pensais qu'il y a de la métropole. Non, on dirait qu'on l'a perdu, là, mais là, c'est pas moi cette fois-là. C'est allé chercher quelque chose. Il est sorti. Si tu veux savoir, Pierre, moi, je suis au Saguenay. Ouais, toi, je le sais que t'es au Saguenay, mon PO. C'est pas mal loin. Laisse-tu le bord d'aller te boire pour ranger ton son chez lui? Ici, il n'y a pas de vanille, il y a des bleuets. Ah oui, peut-être un rhum mix bleué. Il avait raison. Alors, ça donne quoi le maracuja? C'est vraiment bon.
C'est bon, ça, hein? Hey, on prévoit une visite en France un jour. Dans quel coin on te visite, Steve? Où ça? Toi? Chez toi? Tes installations? Ben, je suis bien à Josas, près de Versailles. Donc, si tu peux venir quand tu veux, hein. Ah, c'est pas vilain. Ben, on ira en groupe. Nous, on se déplace en troupeau. Ouais, c'est ça. Il y a Le pas même de problème. troupeau Vous venez qu'ici, de à peu près, m'appeler là. et je vous fais, en plus, vous avez fait une dégustation sur place, c'est cool. Shit. Ben oui. Ça serait cool, oui. Je vais prévoir des pailles. Des pailles et des transats. Ah oui, voilà. Aïe, et des transats. Alors, là, je l'ai compris Dis-moi, Steve, pour celui-ci, on est sur quelle base de rhum, hein? Là, on est sur du maracuja. Sur du maracuja. Sur du Montebello. Là, Montebello, j'ai ok, plus mais de long tour, c'est fini, là. Là, on va mettre Montebello et le dernier, ça va être bonne mère. Pas bonne mère, ça va être bielle. Le gingembre, ça va être bielle, le gingembre. Donc, du coup, après le fruit de la passion, c'est le piment. Donc, monsieur Cigare, fais-toi plaisir. ouais, j'ai bien hâte de tester. Alors, pour une petite anecdote, le maracuja, j'ai failli jeter la recette, hein. Quand j'ai créé la recette, je goûtais tous les 15 jours pour regarder comment ça évoluait. C'est très, très amer. Très amer. Je trouvais ça pas bon du tout. Très amer. Et je me suis dit, au bout de 2 mois et demi, je vais jeter, en fait. Et j'ai un pote qui passe. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a un pote qui passe et qui me dit, ouais, Steve, comment vas-tu et tout. Je lui ai dit, bon, tu sais quoi, je vais jeter ça. Si tu veux, je te le donne. Tu peux le prendre. Il est passé au 3e mois. 3 mois et 3 jours, un truc comme ça. Il passe au 3e mois. Il me dit, ouais, il passait comme ça. Je lui ai dit, tu veux boire quelque chose? J'ai ça que je vais jeter, si je te le donne, il n'y a pas de problème. Il goûte et il me dit, tu veux jeter ça? Sérieusement? C'est super bon. Je fais, non, mais c'est dégueulasse. Il me dit, c'est super bon. Et je goûte, ça avait complètement changé de goût, en fait. Et la matière avait disparu. On était sur le fruit de la passion avec une belle acidité, une belle longueur en bouche. Et j'ai failli mettre ça à la poubelle. C'est comme quoi j'ai de la chance. Et le prochain qui arrive, le piment, ça c'est un accident. Je faisais à manger et je faisais un petit punch en même temps. Et mon piment tombait dans mon punch. Sans fait exprès. Et j'ai dit, oui, j'étais le punch. Comment? Quel rhum tu prends pour ton petit punch, Steve? Ça dépend. Là, j'étais sur une cuvée Castelmore de Matcos. Oh! Ouais, c'est pas mal ça, hein. Un Martiniquais, ouais. Cuvée Castelmore de Matco en blanc. Très très bon, très aromatique d'ailleurs. Qui se marie encore mieux avec le piment, mais bon, malheureusement, il n'a pas voulu me vendre de bouteille, donc tant pis pour lui. Tu sais, son stock, Comment? ça doit quand même limiter son stock Matco. Il n'y a pas des... Ouais, Matco, c'est un gin style pour lui, donc après, OK. Il donne si j'achète quoi. Si j'achète 15 litres ou 20 litres ou 100 litres ou 1000 litres, j'achète. C'est pas vraiment un prix particulier, mais bon, il était un peu. Bref, je pense qu'il n'avait pas confiance, je ne sais pas pourquoi, mais il n'était pas très dessus. Donc, du coup, j'ai pris un bocal, j'ai mis un bâton de cannelle, j'ai laissé mon piment dedans, j'ai enlevé le citron, que j'ai pas encore pressé, et j'ai mis du sucre et j'ai oublié ça dans un placard. Et en faisant du rangement, j'ai retrouvé le bocal. Et je fais, c'est quoi ce truc? Et je goûte. Je fais, mais non, c'est une tuerie. Et j'ai retravaillé la recette pour donner ce que vous avez dans votre verre actuellement. Présentement, comme vous dites si bien. Donc, piment, une attaque sur le piment. C'est quel type de piment vous utilisez? Ah, ça, c'est ça qui est magique. C'est ça C'est un piment qu'on appelle piment végétarien. Alors, pourquoi que là? Martinique. Piment et végétarien, ça va ensemble. Non, mais le piment de Martinique. OK. C'est Guadeloupe. Moi, c'est du Guadeloupe. Martinique, j'aime beaucoup, mais moi, c'est Guadeloupe. Ouais, mais les deux appellent le piment végétarien. Je pense. Non, on a le même nom. C'est un piment Nous autres, qui on a connaît. un aromatique, un piment qui arrache, sauf qu'il n'arrache pas. OK. Il est très aromatique, très parfumé. Et du coup, il va apporter C'est beau. cette connotation du piment qui brûle, sauf qu'il ne brûle pas. Mais par contre, il reste la capsaïcine dans les graines. Donc, il faut faire une macération
contrôlé aussi, parce que sinon, ça pique. Donc, je vais goûter le piment. Quand tu parles de macération contrôlée, là, pour ça, la capséine, c'est quoi quand tu parles de contrôler? C'est au niveau température? Non, au niveau durée. OK. Le piment végétarien, les graines sont dans la capsaïcine est dans la graine. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand vous mettez trop longtemps en macération, la graine va transpirer la capsaïcine à travers le rhum. Et ça va picoter. Donc, il faut savoir combien de temps il faut attendre, et etc. Ça dépend de la qualité du piment, ça dépend du taux de macération et du degré d'alcool. Beaucoup de paramètres. Très bon. C'est Ouais, délicieux. excellent. On sent le côté poivron vert un peu en première bouche. Après ça, le punch arrive un peu plus tard. C'est magnifique. Ouais, il y a la cannelle qui vient derrière qui casse la force du rhum. On a 40 degrés. Quand même. Hein, on a 40 degrés et la cannelle est là pour casser cette force un peu trop végétale du piment et arrondir un peu le côté fort de l'alcool. Pour apporter une certaine gourmandise, un côté spéculoos de caramel, un peu Noël. C'est une belle découverte. Tu sais, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça de celui-là. C'est effectivement vraiment excellent. En fait, le but, c'était quoi? C'est de savoir quel est le goût du piment. Aujourd'hui, les gens, quand ils mangent un plat épicé au piment, on a le côté piquant. On se concentre que sur le côté piquant parce qu'il faut que ça s'arrête. Ça arrache la bouche, il faut que ça s'arrête et du coup, on en oublie le goût du piment. Et là, j'ai voulu faire ça sans le côté piquant pour qu'on puisse avoir le bon goût du piment, un peu poivron, qui est très intéressant, qui est très bon, je trouve ça super bon. Et qui derrière... Comment? C'est vraiment une belle mise en valeur, je trouve. Ah non, mais je trouve ça super bien. C'est très... On le voit, Et ça que tu gardes, c'est magique. Oui, et je trouve le choix de le mettre à 40 degrés, ce qui est plus rare d'habitude pour un arrangé. Je trouve ça vraiment intéressant avec le côté du piment. Je crois que c'est un choix judicieux. Ah ouais, donc en plus, là pour le coup, il n'y a aucune réduction. Hein. Enfin, le piment, c'est une macération de piment, une macération de cannelle. On t'a contrôlé et on met le sucre. Et c'est le sucre qui va faire descendre le degré d'alcool. Hein. C'est même pas le piment. Hein. Donc, ouais, ça, c'est. Je trouve que pour le coup, c'est très content de cette recette-là. Très, très content. Très content. Ouais, c'est très original. Ben, et là, alors, on m'a demandé de le faire en version qui brûle. C'est possible, mais je ne le ferai pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la capsaïcine s'accroche à tout, en fait. Ce qui veut dire que mon fût que j'utilise pour faire le piment qui brûle, il sera condamné à faire que ça. Première chose. Deuxième chose, tout embouteillage qui sera fait de ça, il faut une machine dédiée parce que le piment va rester accroché à la machine et tout ce qui passe dans la machine après, même après le rinçage, continuera à piquer. Et troisième chose, c'est que si je fais une dégustation et que mon doigt accidentellement touche une goutte, c'est du nectar, bien sûr, je peux contaminer tout le reste de la dégustation, des verres, me brûler aussi. Donc, j'ai préféré ne pas faire de côté brûlant du piment. Pour ces raisons-là. Alors, on va terminer sur le gingembre. Le gingembre, on est sur le gingembre du Pérou. C'est du biel qu'il y a dedans. Et bio. Pourquoi? Parce que j'utilise la peau et le corps de façon séparée. La peau va apporter des notes citronnées et fruits exotiques. Et le corps, côté poivré, camphré du gingembre. Donc, je vous laisse goûter ça. Ça se boit frais de base. On est sur 33 degrés. On est sur du rhum biel. Et ça envoie du lourd. Hein, parce que c'est très... Faut aimer le gingembre. Hein. C'est très, très gingembre. Le gingembre, ça goûte fort d'habitude, mais on a... Ça sent quelque chose que c'est. Je dirais que j'ai. J'ai pas encore goûté, mais on parle de le gingembre. J'imagine qu'il y a différents types de gingembre aussi. Alors, il y a différents types de gingembre.
Alors, le gingembre, il y en a plusieurs variétés. On est pour les nazis. Moi, je travaille avec le gingembre rhizome du Pérou. Il y a celui qui vient d'Asie. Celui d'Asie, même en bio, je ne suis pas sûr qu'il soit bio. Et il a une couleur qui n'est pas très agréable, voilà. Alors que celui du Pérou, d'Afrique, sont de très très bonne qualité. Euh, Celui d'Afrique, je ne l'utilise pas pour une seule raison, c'est que il est très sale. Il y a beaucoup de cailloux dedans, en fait. Et c'est très très cher à nettoyer. Parce que c'est des trucs qui arrivent, ils sont chevêtrés l'un dans l'autre, c'est très compliqué. Alors que celui du Pérou, il est pré-nettoyé. Donc moi, quand je vais le nettoyer, c'est beaucoup plus simple. Moi, je travaille avec la peau aussi. Donc du coup, je préfère être sûr de mon approvisionnement. Deuxième chose sur le gingembre, c'est que suivant la période de l'année où je vais l'acheter, il est plus ou moins gorgé d'eau. Parce que c'est la période des pluies, quand on récolte, eh ben, tu vas avoir un truc qui est très, très aromatique, il n'y a pas de souci sur ça. Et il va être il va être gorgé d'eau, donc une puissance relativement moyenne. Et quand il fait chaud, et qu'on récolte le gingembre chaud en période de sécheresse, on va dire ça comme ça, il est plus concentré. Et là, je vais le diluer, sinon je perds. Si je fais pas ça, c'est imbuvable. Trop fort, trop piquant, trop camphré. Et quand je le prépare, je pleure parce que quand je le prépare, c'est tellement fort que ça me fait pleurer en fait. Donc, le gingembre, ouais, c'est particulier. Moi, j'aime beaucoup ça. Et celui-là, j'ai voulu préserver tous les aromatiques du gingembre sans ajouter autre chose que le gingembre. Parce qu'il se suffit à lui-même, je trouve. Il faut tout pas finir par ça. Excuse-moi, Steve, est-ce que le gingembre, tu l'utilises sur. En fait, tu le fais avec le miel ou c'était le piment? Et le miel. C'est le gingembre qui est sur le miel. Ouais. Ce que j'aime avec miel, c'est que c'est un rhum qui est très tendu, avec une belle minéralité, une note un peu saline. Et je trouve que ça marie bien avec le gingembre. Donc, Ben, quelqu'un qui aime le gingembre. il faut mettre le gingembre, hein. C'est clair. Oui. Une petite question. Quand on parle de produits comme le gingembre ou la coriandre, est-ce que c'est des produits qui sont assez forts et goûteux? Le temps de macération, est-ce qu'il est différent avec d'autres produits? Oui, en fait, mes macérations varient entre 1 et 5 mois suivant le produit, en fait. Le gingembre, ça va très vite. On est sur 1 mois et demi, le temps que ça se fasse bien. Le maracuja, on est sur 5 mois, entre 3 et 5 mois. L'hibiscus yuzu, alors l'hibiscus yuzu, lui, j'ai changé ma technique parce qu'en fait, en constatant l'évolution aromatique dans le temps, j'ai fait une méthode qu'on appelle Solera, sans être vraiment Solera parce que je travaille qu'avec une seule cuve, hein, donc c'est que je garde toujours une moitié de cuve et je refais sur cette moitié de cuve un nouveau batch. Ça permet d'avoir un niveau intermédiaire dans ma macération et ça me permet d'avoir un produit qui est prêt plus rapidement sur les notes que je cherche à avoir. La vanille, on est sur 1 mois. Entre 15 jours et 1 mois d'ailleurs. Parce que la vanille, ça va très, 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 très vite, la vanille. Entre 15 jours et 1 mois, le piment, c'est secret parce que c'est très contrôlé, donc du coup, je ne vais pas donner les dates. Mais ouais, c'est. Voilà. La coriandre, c'est très court aussi, hein. La coriandre, j'ai une macération qui fait moins d'1 semaine. Je ne dirais pas combien exactement, ça fait moins d'1 semaine. Ça va très très vite la macération sur ça. Et la rose, même chose, ça va très vite sur la rose. La rose, c'est 24 heures. La rose, c'est 24 heures. Ça va très très vite. Et si on attend trop longtemps, ça bascule en amertume. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci Ouais, beaucoup. en fait, chaque produit a soit du repos, soit une macération longue. Et ceux qui n'ont pas de macération sont les crèmes de rhum, ponche coco et ponche planteur. Et là, c'est fait tout de suite, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaire, j'adore le gingembre et j'adore le produit. Oui, excellent. C'est C'est très bon, bon. ça, hein? C'est très, très bon. Excellent. Bizarrement, même le gingembre, je le trouve plus piquant que le Non, rhum oui. piment.
C'est Le c'est but était excellent. d'avoir tous les aspects de gingembre, en fait. Je voulais préserver tous les aspects aromatiques du gingembre. Le côté euh, citronné, citron vert, le côté fruit exotique, le côté camphré, le côté piquant poivré. Je trouve que tout ça avait l'identité du gingembre et je trouve ça super sympa. Donc, j'ai tout voulu préserver et c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Ouais. C'est une très belle réussite, honnêtement. Ben, bravo. Merci à vous. C'est très, très bon. Ouais. J'aime bien, sur le gingembre, il y a un petit côté agrume que je trouve vraiment intéressant aussi, là. Mais ça, c'est le citron vert, parce que c'est dans la peau que ça se situe, en fait. Dans la Ouais. peau, le petit côté citron, citronné, là, c'est la peau qui fait ça. J'aime bien ça, là, les saveurs vont très bien ensemble, là. Ouais. Et en fait, faut savoir une chose, c'est que vous avez beaucoup de mariages, d'ailleurs. Vous avez beaucoup de mariages gingembre, citron vert, gingembre, ananas. Parce que ce sont des fruits qui ont des aromatiques similaires au gingembre. Ananas, il y a des notes d'ananas dans le gingembre, donc naturellement. Et du coup, ça se marie très bien qu'on fait gingembre ananas ou gingembre citron vert. C'est comme le fruit de la passion et la mangue. Ça se marie très très bien parce qu'ils ont des notes aromatiques qui sont très très proches. Et du coup, il y a un beau mariage. Vous Si vous avez d'autres questions, Gênez-vous pas, les gens en ligne, si vous avez des questions, c'est le moment. allez-y, hein. Faites-vous plaisir. On a mis les micros à on, go! Moi, j'ai pas beaucoup de questions parce que tu as été très généreux sur l'information que tu as donnée, mais j'aime beaucoup le côté moins sucré de tes produits, puis je trouve que ça fait vraiment qu'on découvre les rhums arrangés sous un autre jour, puis c'est vraiment, c'est vrai, c'est très, très gagnant. Tout à fait. Ouais, de mon côté, Merci. je vois du même sens que Bruno. On est tous un petit peu des amateurs, peut-être un petit peu plus habituellement de rhum. On est moins sur les rhums arrangés. On aimait de faire la dégustation aujourd'hui parce que c'est un volet qu'on touche très peu souvent avec Québec Rhum. On ne l'a pas fait souvent dans le passé. Puis moi aussi, tout comme Bruno et comme toi, Steve, je suis peut-être moins axé sur les produits sucrés. Mais je trouve que tes produits sont bien balancés. On retrouve tous les arômes. Puis j'aime bien aussi qu'on retrouve tout le temps le rhum. Puis, tu sais, je me suis surpris à certaines reprises d'être capable de deviner quelle était la maison productrice de rhum. Donc, ça veut vraiment dire que le rhum se retrouve vraiment bien au niveau il n'est pas étouffé par les fruits ou les autres produits que tu utilises. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Merci. Mais après, vous savez, j'aime travailler l'équilibre. Et en fait, j'aime les goûts francs et j'aime pas les aromatisations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fruit de la passion, il faut que ça pète en fruit de la passion, en fait. C'est pas que ça soit juste une aromatisation de fruit de la passion. Et pour se différencier aujourd'hui des autres, il faut oublier de faire des choses comme ça, des choses où on est sur des goûts francs, des goûts vrais, en fait, du produit, et pas sur des goûts édulcorés par du sucre et des arômes artificiels, quoi. Tant que tu nous as une belle transparence de ta part, Steve. Honnêtement, je suis très content du truc que tu nous as offert aujourd'hui. Écoute, on se connaît depuis longtemps, mais on n'a pas eu l'occasion de collaborer à maintes reprises. Puis on va envoyer la rediffusion à Mathieu, puis j'espère qu'il va avoir l'occasion de regarder avec nous. Pouvoir, Avec un très grand plaisir. ouais, honnêtement, tu es vraiment un ami de Québec Rhum. Pour vrai, tu as été là dans les débuts, puis on était là dans les débuts aussi de ton entreprise. Fait que c'est très. Le côté humain est très important pour nous. Je pense que de ton côté aussi. Puis tes produits transpirent un peu ce côté-là, de vouloir partager, puis de vouloir rester dans Ils font les beaucoup saveurs voyager authentiques. aussi. Pour nous, c'est agréable, là. Ben, ça fait plaisir. Et pour la fin, je vais être très clair avec vous avec quelque chose de très sympa. Donnez-moi 2 secondes. Prends tout ton temps. Tout le temps que tu veux. On peut pas bouger. On a plusieurs verres à terminer, on a le temps. On est pas en fur à mesure ici. On devrait faire pêcher parce qu'il y en a qui partent à la Martinique demain matin. Ben oui, il y a des chanceux qui partent en voyage, c'est ça, hein? Tu vas être encore ces vapeurs de rhum arrangé. Non, mais ça se passe, faut que tu renverses une. On va du temps mettre ça sur nous. Vous voyez ou pas? Oui, c'est. Vraiment. Ouais, réserve. Oh, Raymond, Oh, Ramonin? Tu peux la remettre, on a comme un petit lag là, avant de. J'aimerais faire Je suis était prêt. déjà. La suite était prêt, oui.
Mais c'est parce que PO, il parle, puis ça change du plage. Peux-tu continuer à parler, Pierre? Allez, donc. Oui, je t'aime, PO. On aime beaucoup Ramonade. Ouais, je sais pas pourquoi qu'on l'a pas. En tout cas, c'est team. Et on le voit. C'est le et actuel du vendage. Oh, Ça, la bonne con, ça a attaqué ça, PO. J'en ai encore 4 bouteilles. C'est bon, c'est pas tapé. À la vôtre. Donc, Steve, je te remercie énormément pour ton temps et ta générosité. C'était vraiment très intéressant. Tu avais donné beaucoup d'informations. Quand on a peu de questions comme ça, c'est dire que tu répondais à toutes les questions à l'avance. Ouais. J'aimerais juste faire peut-être rapidement un petit tour de table, un petit sondage maison. Je suis quand même curieux. Si on choisit vos 3 meilleurs produits préférés, si à tour de rôle, il y en a qui veulent se lancer pour qu'est-ce qu'ils ont préféré de la dégustation, je suis assez curieux parce qu'on a des produits très différents les uns des autres. Il y en a beaucoup aussi. Attends, on va se réfléchir. Nous allons réfléchir. Vas-y, PO. Avec tout ce que vous avez bu, est-ce que vous vous rappelez des produits? Des produits? Oui, c'est écrit en avant. Oui. Moi, la Pécan en premier, c'est moi qui dois lancer la. Sur les 3. Ouais, ton top 3, Bruno, à place. Gingembre, puis piment, je dirais. Ouais, je suis d'accord avec Bruno. Gingembre, piment et moi, je dirais peut-être pistache au lieu de pécan. Ouais, moi, je te suis là-dessus. Je pense que j'irai avec pistache, piment, puis l'autre, c'est coriandre pour son originalité. Moi, je suis Bruno Team. Gingembre, piment et noix de pécan. Noix de pécan. Écoutez, moi, je vais dire groseille, Ah oui, c'est vrai. pistache, agrumes. Ah oui, Ouais, agrumes, c'était solide. c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons produits. C'est vrai, c'est. Pour ma part, Moi, je vais plus dans le sens de. tu fais un top 5. Faut faire un top 4 finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, c'est plus un top 4. Là. Moi, je vais plus dans le sens de Linda. J'ai le goseille, j'ai le 3 agrumes moi aussi que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le gingembre, mais au niveau des. Moi, j'ai bien aimé aussi le punch coco. Ah oui, parce que. Ouais. Ah, c'est bon ça. Hein. C'est ça, Bruno. Moi, j'ai été vraiment surpris par le piment, là, franchement, là, c'était très bon. Mais le pécan, le pistache, le prestige même et les agrumes, là, c'est vraiment délicieux. Pour moi, J'ai aimé aussi le côté. J'ai bien travaillé, c'est cool. J'ai aussi aimé l'ingrédient le plus précieux, l'amour que tu as mis dans tes. Ah, il est bon, il est bon. Il fait parler, il sait parler. Et notre Jasmin national. Faut se faire une photo avec les bouteilles pour notre ami Steve. Ouais. On est regroupés, on va se faire une photo avec les différentes bouteilles. Avec grand plaisir. Et des questions, tout ça, vous n'hésitez surtout pas. Maxime, t'as mon numéro de téléphone, donc vous pouvez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Parfait, donc, merci beaucoup pour ton temps. Pour les gens en ligne, si ça vous intéresse, surveillez nos réseaux sociaux. Il va y avoir une activité le 16 août pour la journée du rhum. Donc, on va avoir des trucs à vous présenter lors de cette journée-là. Sinon, on va annoncer tout prochainement une activité à la Société du cigare à Québec le 29 septembre, une activité dégustation rhum et cigare. On va faire des pairings. Ça devrait être intéressant comme activité. On est en train de mettre le tout en place. Donc, on va annoncer ça sous peu. Donc, surveillez nos réseaux sociaux pour ces activités-là. Sinon, si vous voulez être des nôtres pour le voyage en Martinique qui sera à la fin février, il nous reste présentement, je crois, 6 places, si je ne me trompe pas. Donc, il reste quasiment plus de place. Donc, si vous voulez vous venir, c'est le temps ou jamais. On va faire un très, très beau voyage. On va visiter quelques distilleries en Martinique. On va faire du catamaran. On va avoir une dégustation thématique sur le catamaran. Et aussi, pour ceux qui veulent prendre l'option, on va aller faire une journée à Sainte-Lucia où on va aller visiter Sainte-Lucia Distiller. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que vous avez aimé l'activité. Et Steve, encore, merci beaucoup pour ton temps. C'était très intéressant. C'était un plaisir. Ciao. Merci. T'es vraiment Merci. pour la vie. Puis on se recroise dans des événements ici en Europe. Avec grand plaisir. De toute façon, quand je vais partir, je vous ferai un message si vous voulez venir vous joindre à nous. Avec vite et on fera des visites de distillerie, d'expression agricole, etc. Et tout, donc ça va être cool. Ciao. Bye.
Ciao, Steve. Merci. Ciao. Merci, Steve. Salut, Steve. Bye bye. Merci. Salut. Salut. Bye.